Ce petit morceau d'Afrique qui est ici, c'est l'Afrique en Amérique, la nation Gula-Geechee, de Jacksonville, Caroline du Nord, à Jacksonville, en Floride. C'est dans notre discours, c'est dans notre langue, c'est dans... Entre la Caroline du Nord et la Floride, des centaines d'îles se font face, habitées en partie par les Gula. Trait d'union entre deux continents, ardents défenseurs de l'africanité, ils sont aussi les passeurs de la mémoire douloureuse de plus de 40 millions d'Afro-Américains qui vivent aujourd'hui aux États-Unis. Chaque année, en Caroline du Sud, le festival Gula de Beaufort attire des milliers de spectateurs. Gula, c'est tout à la fois les hommes et les femmes qui vivent ici, mais aussi une langue et une culture commune à Michelle Robinson Obama ou Michael Jordan, dont les ancêtres demeuraient ici. Longtemps difficile d'accès, cet archipel a été le premier endroit où les esclaves affranchis se sont émancipés. Et il reste aujourd'hui un morceau d'Afrique aux États-Unis. Au sud de Charleston, l'île de Sainte-Helena et ses plus de 8000 habitants est le bastion de la culture Gula ou Geechee, du nom du dialecte parlé par les esclaves. There's a connection deep down in my spirit with Africa, West Africa. In the slave castles, I'd hear the groan of ancestors moaning, we are one. Le chant était une partie importante de l'existence quotidienne. Car pendant que les travailleurs asservis travaillaient dans les champs, ils utilisaient des chansons aux rythmes africains. Je suis un descendant Gula-Geechee, de 4e génération, de l'île de Sainte-Helena. Ainsi, mes arrière-grands-parents, qui venaient de différents endroits en Afrique, ont été réduits en esclavage sur l'île de Sainte-Helena. Considérés comme des biens matériels, dépourvus de droits, ces esclaves transforment ces marais infestés et ces forêts sauvages en rizières gigantesques d'abord, puis en vignes. Parce que ces gens de la côte céréalière ou risicole d'Afrique savaient comment contrôler l'eau comme la terre. Ils avaient été agriculteurs. Toutes ces techniques, ces compétences de production que les Africains ont apportées avec eux, ont été utilisées dans les plantations. Les Européens et les Américains qui possédaient ces plantations sont devenus parmi les personnes les plus riches et les plus influentes du monde. Et cela, grâce au travail gratuit des Africains à qui ils faisaient croire qu'ils n'avaient aucune humanité. I am a poor pilgrim of sorrow. I'm left in this wide world to roam. No hope of a tomorrow, except to make heaven my home. Sometimes I am tossed and À quelques centaines de mètres de là, les planteurs font construire par les Africains en 1740 une chapelle anglicane, aujourd'hui en ruine. Elle est faite de tabi, une combinaison de coquilles d'huîtres et de chaux, une technique apportée par les Africains. Après celui pour la liberté, il faut aux affranchis et à leurs descendants mener un nouveau combat, celui de la langue. On nous enseignait seulement en anglais. Lorsque vous parliez Gula, vous étiez considéré comme ignorant et stupide, ne connaissant rien à l'histoire. Le dialecte Gula vient d'un mélange
Lorsque les esclaves ont été amenés ici sur les bateaux négriers, plusieurs tribus d'Afrique voyageaient ensemble durant de longs mois et chacun d'eux avait une langue différente. Ainsi, vous obtenez le dialecte Gula, qui est une combinaison de plusieurs langues tribales africaines et de l'anglais. Alors maintenant, notre objectif principal est de promouvoir et de préserver la culture Gula. Il ne faut pas se débarrasser de notre culture. C'est une victoire pour nous. Ce qui était autrefois une plantation, maintenant, nous le possédons. Hautement symbolique pour l'histoire des Noirs américains, le Penn Center est aussi devenu le refuge méconnu du mouvement des droits civiques. Dans les années 1960, Martin Luther King vient ici nourrir sa réflexion. Dans la salle de classe, le pasteur développe ses arguments, cisèle ses propos devant un auditoire afro-américain toujours plus nombreux. I have a dream that my 4 little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. That famous speech, I have a dream. Ce fameux discours, I have a dream, a été rédigé juste ici. En fait, il se tenait exactement là lorsqu'il menait ses réunions. Il a planifié et élaboré une stratégie pour la marche sur Washington. Mais la raison pour laquelle il est venu ici, c'est que nous étions l'une des premières communautés à être émancipées. Il a estimé que c'était un bon début, car nous étions un peuple proactif. Il y a une chose que nous faisons ici. Nous nous montrons. On se lève et on parle. Nous sommes fiers et nous embrassons notre héritage. Et il a estimé que nous pouvions l'aider dans sa lutte. Aujourd'hui, c'est une autre lutte qui mobilise. Celle de la survivance du peuple Gula. Et cette minorité ethnique et linguistique a un leader, une ancienne avocate, Queen Quet. En l'an 2000, elle déclare la naissance de la nation. Une nation sans statut légal, mais qu'elle dote de tous les attributs symboliques d'un État. Une constitution et un drapeau. Elle est devenue la porte-parole qui défend les Goulas. Car Sainte-Helena et les îles voisines sont menacées. Terre de désolation jusqu'au début du XXe siècle, elles sont devenues très prisées depuis les années 2000 et subissent de plein fouet la spéculation immobilière. Beaucoup de gens, lorsqu'ils viennent dans les Sea Islands, ne se retrouvent ici que pour des vacances. Beaucoup de lieux qu'ils se sont appropriés, ce que certains appellent développement, moi j'appelle ça destruction. Et puis, ils promeuvent des terrains de golf et expulsent les gens de leurs terres. Toutes ces plantations, toute cette colonisation a dû devenir ruine et mourir pour que notre culture prospère et survive. Nous étions là et nous ne partirons pas. Avant moi, les gens, en venant ici, pensaient aux colonies. Mais heureusement, notre peuple a pu surmonter cette colonisation. À l'initiative de Queen Quet, qui a défendu les droits de son peuple lors d'une conférence aux Nations Unies, les Goulas sont reconnus et enregistrés au siège de l'UNESCO depuis 2008. Une victoire plus que symbolique pour cette communauté menacée. De nombreuses personnes dans le monde n'avaient jamais entendu parler des Gula Geechee. Et il était donc très important d'aller devant les Nations Unies et de s'assurer que le monde connaisse notre existence avant que nous soyons anéantis. Les combats à mener sont nombreux pour empêcher que la culture Gula ne soit totalement dissoute, absorbée, digérée par l'immense société américaine. Mais dans cette petite Afrique, les Goulas continuent de lutter afin que personne n'oublie que les racines d'un habitant sur 8 aux États-Unis se situent de l'autre côté de l'océan Atlantique, sur le continent africain. J'ai rendez-vous avec le chef Matthew Rayford. Il a étudié dans des écoles de cuisine internationale.
mais il est revenu chez lui pour rendre hommage aux traditions culinaires de ses ancêtres. Quand j'étais à l'école, je disais, il y a une autre manière de faire ça. Et on me regardait, l'air de dire, comment ça, une autre manière? On apprend la cuisine française, c'est tout. Mais je répondais, ma grand-mère faisait plutôt comme ça. La cuisine de mamie est la meilleure. Oui, forcément. Matthew s'est installé dans la ferme familiale pour être militant, cultivateur et chef. On vit dans notre propre ferme. On a cette terre depuis 1874. On l'a toujours cultivée. On continue aujourd'hui en utilisant pas mal de méthodes d'autrefois. Je vais vous faire une petite démonstration en préparant des produits qu'on cultive nous-mêmes et qui appartiennent à la culture Gula Geechee. C'est une culture africaine qui s'est implantée dans les îles le long du littoral atlantique de la Géorgie, la Floride, la Caroline du Nord et du Sud. Pendant la guerre de sécession, les Blancs propriétaires des plantations se sont enfuis par peur de représailles de leurs anciens esclaves. La population africaine a été livrée à elle-même et a dû apprendre à survivre. Comment s'en sortir quand on n'a reçu aucune éducation et qu'on est coincé sur une île? Beaucoup ont puisé dans ce qu'ils avaient appris et observé ici pour se débrouiller sur place. Ça a marché? Oui, j'en suis la preuve vivante. Et ça a même très bien marché. Donc quand ils ont traversé l'Atlantique, quand ils ont été transportés comme des marchandises, alors qu'ils étaient des êtres humains, ils ont apporté leur culture. Tout à fait. On a apporté nos coutumes, notre nourriture, notre manière d'utiliser les épices, le sel et de cuisiner. Pour moi, la cuisine américaine a beaucoup d'influences africaines qu'on retrouve dans nos assiettes, mais aussi dans ce qu'on cultive. Ce qui était pour moi la cuisine typique du Sud, c'est en fait la cuisine Gula, qui utilise de nombreux ingrédients apportés par les Africains comme le riz, les petits pois et les okras. Je mets un peu de poivron rouge. Je veux qu'il reste croquant, donc je l'ajoute un peu plus tard que le reste. Vous cuisinez depuis plus longtemps que Matthew? J'ai 76 ans et je cuisine depuis l'âge de 8 ans. Ma mère et mon père nous ont appris à tout cuisiner. Matthew tient ça de vous? Ce garçon est un très bon cuisinier, il faut l'avouer. Il est meilleur que moi, je dois bien le reconnaître. Quel était le plat de votre mère que vous préfériez? Vous avez déjà mangé des gésiers frits? Des gésiers frits? Non. Autrefois, les gens les jetaient à la poubelle. Ma mère allait dans un abattoir pour les récupérer. Elle les rapportait chez nous et elle les préparait. C'était bon? Oui, avec un peu de poivre et de sel. J'en ferai bien aujourd'hui. Voilà notre paella végétarienne. On a des feuilles de patates douces, des tomates Cherokee Purple et des pois de Sea Island. Et pour ceux qui ne sont pas totalement végétariens, on a des palourdes de sapello. C'est Charlie Phillips qui les a ramassés. C'est un super pêcheur. Vous connaissez le pêcheur? Oui, je le connais personnellement. Ces traditions sont venues avec nous. Pour apporter un petit bout de chez nous, on tissait, au sens propre du terme, des graines dans nos cheveux et ça ressemblait à des bijoux, pas à des graines. Quand on arrivait, on avait une graine, un petit bout de notre terre. Une fois arrivé à destination, on pouvait planter un petit peu de chez nous dans la terre. À chaque fois qu'on mangeait, on se rappelait notre terre. On revoyait encore sa mère en préparer et la mère de sa mère en préparer pour elle. Quand je pense à vos ancêtres, enlevés en Afrique et vendus, et aux probabilités pour que leur arrière-petit-fils célèbrent leur culture arrivée par bateau, c'est un miracle. Oui, c'est un miracle. Et ça a eu un impact partout, non? Oui, c'est sûr. Il n'y a pas une seule ville des États-Unis qui n'essaye pas d'avoir le meilleur restaurant de cuisine du Sud. Et qu'est-ce qu'on y sert? Du riz et des haricots. On y prépare des biscuits, du pain au maïs, des gésiers frits. Donc, tous ces plats qui ont longtemps été considérés comme de la cuisine de pauvres ou d'esclaves sont maintenant devenus à la mode.